L'on hait avec excès lorsque l'on hait un frère, écrit Jean Racine dans sa Thébaïde. Ha ha ha, les joies et les tracas de la famille et de la fratrie. Ça commence par des chamailleries, ça commence par se tirer les cheveux, ça casse les jouets les uns des autres, ça hurle à plein poumon dès qu'il faut partager un gâteau, un pull ou une chambre. Bref, la famille pour le meilleur et pour le pire. Même si l'on trouve de l'amour et de la chaleur dans le foyer familial, auprès de ses frères et sœurs, quand on a la chance d'en avoir, au fur et à mesure de la vie, les affinités peuvent évoluer, les liens se tisser ou se défaire. Mais ne dit-on pas que le plus important quand même, c'est la famille? Qu'y a-t-il derrière cette phrase? Quelle est précisément la portée de cet aphorisme? Est-ce une vue de l'esprit, un vain rêve évangélique de s'aimer entre frères et sœurs? Qu'est-ce qui fait que les relations avec sa fratrie fonctionnent ou ne fonctionnent pas? Au fond, sommes-nous obligés d'aimer nos frères et sœurs? Tentative de réponse dans cette émission Quai de Sens avec mes 3 invités. J'ai la joie d'accueillir pour commencer Blanche Ridon. Bonjour Blanche. Bonjour. Les ridons, hein. Le ridon. Le ridon. Vous voyez, j'ai bien fait de vous demander. Vous qui êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, rien que cela, chargée d'enseignement à Sciences Po. Et vous avez publié ce dernier essai, c'est un essai, hein, Le château de mes sœurs, aux éditions donc des Pérégrine, c'est bien ça. C'est un vrai sujet, on va le voir. C'est un vrai sujet, la fratrie et les sœurs en particulier, hein, que vous décryptez, détricotez dans tous les sens dans votre livre. Merci d'être là, Blanche Le Ridon en tout cas. Nous sommes également en compagnie d'Elisabeth Barrier. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Ça se dit bien Barrier, on est d'accord? Les parfait. et, les e. Vous êtes écrivaine. Votre dernier roman de votre côté concerne aussi cette histoire de fratrie, les sœurs et autres espèces du vivant, publié tout fraîchement chez Arléa. Merci d'être là, Elisabeth Barrier. Je vous en prie. Et nous sommes enfin en ligne avec Virginie Meglet. Bonjour Virginie. Bonjour Marie-Ange. Faut-il encore vous présenter, Virginie? Vous qui êtes toujours psychanalyste spécialisée dans les dépendances affectives, les troubles de l'enfance et de l'adolescence, et vous avez justement publié un ouvrage dans votre grande famille de livres de bébés, Frères et sœurs, guérir de ces blessures d'enfance, qui avait été publié aux éditions Le Duc. Alors effectivement, je posais la question hors antenne à mes 2 invités, mais j'ai presque envie de vous commencer par vous. Au fond, depuis le Covid, évidemment, on va étudier, décrypter, il y a tellement de choses à dire sur la fratrie, sur les frères et sœurs, sur les places dans les familles, etc. Choses que vous abordez finalement les unes et les autres dans vos livres respectifs. On a l'impression que le Covid, quand même, a permis cette chose positive de réaliser soudain que la famille était essentielle. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Virginie? Oui, bien sûr, parce qu'il y a un événement qui effectivement a suspendu le temps et d'une certaine façon. Et en effet, on a été rappelé à l'essentiel. Et la famille, c'est qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui nous fonde. La famille, bien sûr, les parents et en effet les frères et sœurs. Et non, même si que l'on aime ou que l'on n'aime pas, on n'en finit jamais avec sa famille. Donc, à partir de là, si le Covid, avec le temps suspendu, qui a mis, disons, de certaine façon, tout ce qui était professionnel un peu à l'écart, a rendu à la famille sa fonction originelle et essentielle. Après, ça a été effectivement l'occasion de rencontres et de discordes. Ça, je pense qu'on va l'aborder. Absolument. C'est aussi ce qui a révélé que la famille, on l'aime ou on l'aime pas, mais ce n'est jamais simple de toute façon. Effectivement, Blanche, vous partagez ce point de vue qu'effectivement c'est un fondement, mais ça ne passe pas sans larmes et sans pleurs et sans rire, bien sûr, parfois, heureusement. Bien sûr, et c'est toute l'ambivalence, la complexité que j'essaie de mettre en avant dans ce livre, un livre sur les sœurs, pour une raison très simple, c'est que ces sœurs, contrairement aux fratries masculines, elles n'ont pas de nom pour les qualifier. C'était un petit peu le point de départ de mon livre, c'était de donner un petit peu une image plus complète et plus complexe des relations entre sœurs, qui évidemment contiennent tous les éléments que vous venez de citer, les rires, les larmes, l'amour, la haine, la chamaillerie, la jalousie, et de sortir un petit peu les sœurs des carcans dans lesquels on les avait enfermées, et de montrer qu'au-delà d'un certain nombre de préjugés et de stéréotypes, il y avait une infinité de nuances et de richesses dans la façon de les observer. Et je rejoins ce que vous dites sur la période Covid. Je pense qu'il y a là un champ extraordinairement riche d'analyse pour les sociologues, les démographes, de voir un petit peu comment est-ce qu'on a reconfiguré les dynamiques familiales. Et moi, je m'intéresserai tout particulièrement à la façon dont les sœurs, au-delà de la famille nucléaire et des sœurs enfants,
adolescentes qui de toute façon étaient cohabitantes pendant cette période de confinement. Est-ce que ça a aussi élargi et resserré les liens entre les sœurs qui n'étaient plus cohabitantes? C'est une question, moi, que je suivrai avec beaucoup d'attention. Le premier carcan idéologique, en tout cas, peut-être idéalisant, je sais pas, c'est horrible cette phrase, mais ce terme, c'est les petites... j'adore votre chapitre consacré aux petites filles modèles. Puisqu'il y en a plein les films, plein les livres, finalement, alors que les petits garçons modèles, ça dit rien à personne. On va en parler, évidemment, de l'image qu'on se fait aussi d'une famille, d'une fratrie de filles. Ça, c'est très intéressant. De votre côté, Elisabeth Verrier, comment vous répondriez à cette question, effectivement, de la vision que nous avons aujourd'hui, surtout depuis le Covid, de la famille, qui est assez intéressante quand même? Alors, moi, je ne pourrais répondre que d'une façon très subjective. Ma famille, aujourd'hui, se réduit à une sœur, puisque j'ai perdu mes parents. Voilà. Et cette sœur, qui se rapproche fortement de la sœur du roman, ne vit plus du tout en France. Ouais. Et donc, non, le Covid m'a permis de me rapprocher de la nature. Mais pas spécialement de... Qui est une sœur, qui est une mère. Ouais. Frère Loup, non, je pensais à François d'Assise, mais vous avez raison. Alors, maintenant, attaquons notre sujet, effectivement. Il y a des différences entre les familles de filles, les familles mixtes, les familles de garçons. C'est toujours intéressant d'explorer ces différents cas de figure. Virginie Maiglet, finalement, c'est vrai qu'on ne choisit pas sa famille, on le dit souvent, ni sa place. Et vous dites, je crois, dans votre livre, que c'est, en fait, on idéalise toujours les places des autres, et en fait, aucune place n'est la bonne, n'est la meilleure. Il n'y a pas de bonne place, au fond, dans une famille. Alors, l'aîné envie le petit dernier envie l'aîné envie la personne qui est au milieu, enfin bref. Mais finalement, il n'y a pas de bonne place dans une fratrie? Non, il n'y a pas de bonne place. Il y a des places qui sont apparemment affirmées. Apparemment, c'est celle dont on ne doute pas, la place de l'aîné. En effet, c'est le premier qui a inventé, qui a créé plutôt qu'inventé, qui a créé les parents. Donc, il a une place dont il est déterminé. On pourrait dire le petit dernier également. Aussi, on appelle ça, c'est le petit dernier. Cela dit, c'est une place qui n'est pas forcément confortable parce que l'inconscient nous joue toujours des tours. C'est qu'effectivement, en tant que petit dernier, on a souvent plus de place parce qu'il n'y a personne qui vient après nous. Mais, alors ça, c'est une psychanalyse que j'aime beaucoup, Juliette Michel, qui me l'a fait découvrir, à quel point même quand on est le petit dernier, on a comme si on avait toujours la crainte que quelqu'un vienne prendre notre place derrière nous. Donc, on va aussi s'affirmer en essayant de s'accrocher à cette place-là. Et donc, ce sont des positions qui vont déterminer, grosso modo, je vais dire, de toute façon, presque, il ne faut pas tomber dans la caricature, c'est juste des prédéterminations. C'est pas un déterminisme. Et l'enfant du milieu, c'est l'enfant qui, d'une certaine façon, n'a pas de place. S'il n'est pas le premier, il a peut-être été le petit dernier pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est pas ça importe, et on vient lui prendre sa place. Et donc, il est entre les deux. Mais il y a une forme d'inconfort, en effet, mais par ailleurs, il y a aussi, on va voir ce qui peut le déterminer, si on peut dire positivement, c'est le fait qu'à partir de là, il a aussi besoin de conquérir le monde, souvent. Donc, on verra que c'est un enfant qui a moins de place, apparemment, dans sa famille, parce qu'il n'a pas d'étiquette pour le définir, mais effectivement, il va se définir peut-être plus en ouverture à l'extérieur. Et donc, il a pu jalouser la place de l'aîné, parce que de toute façon, on rêve du plus grand que nous. Il a pu aussi jalouser le petit dernier qui lui a pris sa place, mais en même temps, il va être aussi jalousé. Enfin, tout ça, jalouser, il ne faut pas le voir d'une façon noire. Ce sont des sentiments naturels, la jalousie. Vraiment, on a envie, il va être envié par les deux autres parce qu'il va obtenir souvent les regards, l'admiration des personnes extérieures à la famille immédiate. Ouais, merci Virginie, on va attaquer vraiment notre sujet là, grâce à vous. J'ai envie de vous poser la question, Blanche Loridon, vous qui avez longuement travaillé la question en ce qui concerne les familles de filles, mais selon vous, est-ce qu'au fond, la jalousie, les familles qui se disent, les fratries qui se disent « Ah non, mais nous… qui disent aux autres « Ah non, mais nous, on s'entend super bien, on n'a jamais eu de problème entre nous, etc. » Est-ce que ce sont de vilains menteurs? Est-ce que la jalousie, pour vous, fait partie, en tout cas, est automatiquement ressentie par toutes les fratries? C'est vrai que la mythologie nous le laisse penser, en tout cas, et autres
légende. Ce qui est certain, c'est que la jalousie est systématiquement représentée et parfois comme espèce de point nodal pour appréhender les relations entre sœurs en particulier, hein, pas en, ça, c'est vrai. Et qu'on a tendance à enfermer les relations entre sœurs à ces dynamiques de rivalité et de jalousie. Les contes de fées. Voilà, ce qui est c'est Cendrillon et ses deux belles-sœurs un petit peu mégères, Javotte et Anastasie. C'est évidemment les trois filles du roi Lear qui se battent pour l'amour de leur père. C'est aussi les deux filles du père Goriot, vénal, qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de pouvoir hériter ou dilapider en réalité sa fortune avant sa mort. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance à enfermer les relations entre sœurs dans la fiction et dans les représentations, j'entends bien, à ces dynamiques de rivalité, de chamaillerie qui sont autant de moyens de dénigrer en réalité la nature de leur relation, parce que quand vous les enfermez dans ces carcans-là, en réalité, vous dites que tout ça est finalement assez puéril et superficiel, et donc vous discréditez un petit peu ces relations et les personnes qui les occupent. Mais il y a un grand distinguo qu'il faut faire entre la façon dont on les représente et la façon dont les choses sont effectivement vécues dans la réalité des schémas familiaux divers. Et moi, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il faut dépasser cette tendance à faire de la jalousie et de la rivalité l'alpha et l'oméga de la relation entre sœurs. Alors, je ne suis pas du tout naïve dans mon livre et je fantasme pas des relations tout à fait parfaites, sereines, où la rivalité et la jalousie seraient de grandes absentes. Elles sont là, elles sont présentes, mais au même titre qu'elles le sont dans les relations entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre femmes, entre hommes et femmes. Il y a toujours dans les relations humaines ce type de comportements et de sentiments qui reviennent. Mais j'essaie de montrer que les relations entre sœurs, elles sont infiniment plus nuancées et complexes, et que souvent, même dans la réalité, on a voulu caricaturer à dessein les relations entre sœurs pour mieux les dénigrer. Il y a quelques exemples dans le livre, je parle notamment de celui de Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, parce qu'elles étaient toutes les deux actrices, forcément, elles étaient rivales, elles étaient jalouses, et Catherine serait venue voler quelque chose à son aînée, et elle n'était pas forcément légitime, et elles en tireraient l'une et l'autre. Voilà, cette rivalité congénitale qui serait l'attribut du féminin. Or, on voit, en s'intéressant un peu à leur correspondance, aux témoignages de celles et ceux qui les ont connus, que c'était infiniment plus complexe et nuancé que ça. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. Les filles nombreuses sont dangereuses, indésirables. Enfin, bref, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est des choses, quand on les lit dans votre livre, on se dit, mais c'est tellement vrai, en fait, dans l'image qu'on s'en fait depuis la nuit des temps, d'ailleurs, hein, certainement. Elisabeth Barrier, alors, effectivement, notre mère, la nature, nous offre parfois un spectacle. Alors, nous, les humains, en tout cas, on offre à la nature un spectacle. On se met toujours à la place de la nature. On se dit, mais les animaux doivent nous prendre pour des foussés. Parfois, on s'imagine, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais quand les chiens nous regardent, vous savez, nous battre ou nous chamailler, etc., nous comporter de façon très humaine, trop humaine, comme dirait l'autre, on se dit, mais ils doivent vraiment être stupéfaits, se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qu'est-ce qu'on a fait pour se comporter ainsi avec ses frères et sœurs. Là, c'est notre sujet du jour, mais c'est vrai que voilà, la jalousie, elle est là, l'envie, elle est là, la peur de manquer, comme l'évoque beaucoup Virginie dans son livre, la peur de rater quelque chose, de rater. C'est vrai que on a l'impression qu'on ne peut pas passer à côté dans n'importe quelle famille humaine, fratrie. C'est difficile de surmonter cette jalousie. Alors parfois elle est telle inconsciente, c'est possible aussi. Je pense qu'on a oublié quelque chose, c'est la projection que font les parents sur leurs enfants. Donc voilà, ça c'est très important. S'il y a de la jalousie, des envies, ce dispositif dont parlait Blanche, c'est aussi qu'il y a des projections des parents sur le premier-né, sur le deuxième, sur le troisième, et surtout sur le premier. Après, je pense qu'il faut différencier aussi le fait qu'il y ait une fratrie ou une sœurerie de plusieurs ou de deux. Deux sœurs ou deux frères, ce n'a pas du tout le même dispositif d'envie ou de jalousie que 4 ou 5 ou 3. C'est pour ça que c'est difficile de faire des généralités. Il est certain que quand vous avez un aîné ou une aînée, dans le cas qui nous occupe, une aînée et une cadette,
ce n'est pas du tout... les projections des parents sur l'aîné ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'ils peuvent ensuite projeter sur la cadette. Ouais. Et de là, évidemment, partent beaucoup de conflits et d'affects. On a l'impression que les familles de 2 enfants, bien souvent, soit ça passe, soit ça casse. Soit ils ou elles sont assez très très proches, ou bien c'est la catastrophe. C'est vrai qu'il y en a 2, c'est 2, quoi. C'est un peu. Oui, après on peut être très très fusionnel jusqu'à une certaine période de votre vie et ensuite de l'être beaucoup moins parce que justement la philosophe Simone Weil parlait de la mécanique impersonnelle des circonstances. C'est une expression que j'aime beaucoup parce que la mécanique impersonnelle des circonstances va faire que les sœurs qui se sont adorées, qui ne pouvaient pas vivre l'une sans l'autre, soudain vont vivre l'une sans l'autre. Vous voyez, donc et c'est justement, je pense, l'espace de la littérature. De pouvoir explorer au-delà des généralités, au-delà des études sociologiques, là, les différents cas. Si justement, ça tombe très bien. Merci Elisabeth Barrier d'aborder ce sujet. Juste après Famille heureuse par les Négresses Vertes, si vous le permettez, mesdames et messieurs, on abordera la question qu'est-ce qui fait justement que les relations frères et sœurs marchent ou pas. On a quand même envie de savoir et on va faire appel à Virginie pour ça, notamment. À tout de suite. poitrine à force de redoubler. Mais qui sont ces enfants assis au fond de la classe? Ils sont d'une tripotée, le même nom, la même face, et tous le doigt dans le nez, des jumeaux détriplés, et même des quintuplés. C'est bien plus qu'une famille, voilà une escadrille. Famille nombreuse, famille heureuse, quand on est frères et sœurs. Ah ah, c'est le bonheur, au-delà du cœur, quand on est frères et sœurs. Ah ah, famille nombreuse, famille heureuse, quand on est frères et sœurs. Ah ah, c'est le bonheur, au-delà du cœur, quand on est frères et sœurs. Frères et sœurs, oh sœurs et frères.
Famille heureuse sur Radio Notre-Dame et RCF. Est-on obligé d'aimer ses frères et sœurs, tout simplement son frère, sa sœur, quand on n'en a qu'un ou une? Virginie Meglet est avec nous, psychanalyste, qui a écrit beaucoup de livres sur la dépendance, les troubles de l'enfance et de l'adolescence. Elle s'est intéressée sur justement cette fraternité, frères et sœurs, guérir de ses blessures d'enfance chez le Duc. Elisabeth Barrier est également avec nous. Elle s'est intéressée également à cette question des sœurs, les sœurs et autres espèces du vivant, tout fraîchement paru chez Arléa. Blanche Leridon, enfin, est avec nous, qui est directrice éditoriale de l'Institut Montaigne et qui, elle, a publié cet essai, Le château de mes sœurs, aux éditions des Pérégrines, qui décrypte justement les relations entre sœurs. Précisément, il y a des choses à dire puisque cet ouvrage est important. J'aimerais bien qu'on parle du temps, effectivement, le temps, et on va en parler. Merci Elisabeth de l'avoir évoqué, c'est-à-dire au fur et à mesure du temps, comment expliquer au fond que des liens se détachent, se distendent, puis d'autres, au contraire, hop, se retissent. Virginie Meglet, qu'est-ce qui fait que les relations... Je veux une réponse à ma question. Frères et sœurs marchent. On a l'impression qu'il y a des familles incroyables où tout marche dès le départ. On croit, on a l'impression, du coup, on se dit « Ah, mais c'est les parents. Ah, mais c'est les parents qui ont tout bien fait, etc. » Souvent, on entend ça. Et puis parfois, bah non, marche pas. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche ou marche pas? Il y a quand même, comme vous dites, il y a ce qu'on perçoit d'une famille et aussi l'image qu'une famille veut donner d'elle. Hein. On peut aussi idéaliser des familles en pensant que tout marche bien et finalement on découvre que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Bon, après, il y a quand même des familles où effectivement ça se passe mieux, ça se passe mieux, il y a quand même de l'entente, il y a des réunions, et donc il y a une volonté d'entente. Et là, dans cette volonté d'entente, sans surtout stigmatiser les parents, mais c'est quand même vrai que quand les parents restent à leur place de l'enfant, de parents, pardon, à leur place, donc aider les enfants à leur place, ils j'aime pas trop ce mot, mais ils gèrent mieux les disputes, ils gèrent mieux pour éviter justement des conflits graves. Ils acceptent qu'il y ait cette mésentente sans obliger les enfants, pour reprendre le mot dans votre question, sans obliger les enfants à s'aimer. Parce qu'en fin de compte, que l'amour, c'est quelque chose aussi au long cours. Et qu'on parlait de jalousie tout à l'heure, moi je pense que la jalousie, elle est stigmatisée, elle est interdite, alors que en tenir compte et l'accueillir, c'est ce qui permet de la dépasser. Hein. La jalousie, elle est en lien avec ce qu'on oublie souvent en tant qu'humain, c'est la vulnérabilité de l'enfant. L'enfant peut être sûr de lui, mais il y a une réelle, une fondamentale vulnérabilité. Donc, les disputes, les jalousies, c'est effectivement une inquiétude sur le moment. Mais si on ne dramatise pas la jalousie, ni ne l'interdit, elle passe, elle s'exprime, et les enfants peuvent rassurer, s'aimer ensuite. Après avoir exprimé leur jalousie, ils ne sont pas condamnés, ils ne sont pas interdits pour cela. Et c'est là où le rôle ou la fonction, la présence des parents est vraiment importante, de ne pas dramatiser. Mais pour ça, c'est quand même difficile à souligner, mais j'ai envie de le souligner, c'est qu'il y a quand même des familles qui sont plus ou moins bonne santé. Il n'y a pas de mal à être mauvaise santé. Moi, si je fais ce métier, c'est parce que j'aime le soin et j'aime les gens aider à prendre soin d'eux et que c'est motif. Donc, c'est reconnaître ses fragilités, reconnaître ses difficultés et que ce qui se passe dans une famille, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, mais entre frères et sœurs, mais aussi une fratrie s'inscrit dans une histoire transgénérationnelle. Hein, et donc, parfois, les frères et sœurs souffrent de ce qu'ils vivent aujourd'hui, mais aussi non seulement de ce qu'ils projettent, mais de ce qu'ils viennent revivre. Et c'est là où on n'est pas obligé de s'aimer quand on souffre. Par contre, c'est bien de prendre soin de soi pour parvenir à s'aimer quand même soi-même, voyez, et après aimer les autres. Je ne sais pas je pense que c'est peut-être un peu confus, mais je pense de se dire que s'il y a de la mésentente, c'est souvent qu'il y a de la souffrance. Et que faire avec cette souffrance pour pas que ce soit la mésentente qui prenne le dessus. C'est intéressant, merci Virginie. Blanche Leridon, faut-il le vouloir au fond? C'est vrai que faut-il vouloir aimer à tout prix ses frères et sœurs quand il n'y a pas d'affinité? Alors peut-être d'abord une réaction à ce qui a été dit, pardon. Non, c'est une question assez vertigineuse et évidemment complexe. Non, il ne faut jamais forcer l'amour et considérer que c'est un acquis. Il doit venir naturellement et parfois il ne vient pas. Et je crois que
Moi, ma conviction, c'est qu'il y en a quand même toujours un petit peu, et c'est peut-être mon côté fondamentalement Virginie dit la même chose que vous, c'est amusant. C'est ça, mais il ne faut pas non plus nier les situations de grande souffrance, de grande vulnérabilité aussi. J'ai bien aimé que vous intégriez ce mot dans votre décryptage, et ça participe aussi, je crois qu'il y a aussi peut-être des espèces de traumas communs, et ça c'est notamment le cas dans les fratries de sœurs, c'est aussi le cas plus général dans la sororité en tant qu'État qui dépasse le seul lien biologique et familial, et voir comment en sortir, c'est-à-dire pas être dans la déploration et dans la plainte, mais comment est-ce qu'on en fait une force. L'histoire des sœurs que je raconte dans mon livre, elle est semée d'entorses, d'empêchements. Je sors un petit peu des exemples purement fictifs et occidentaux. Quand on regarde la façon dont les sœurs, les fratries de filles sont traitées en Inde, en Chine, en Inde, que ce soit à cause du système de dot qui fait peser un très lourd fardeau financier sur les familles qui n'auraient que des filles, en Chine, du fait de la politique de l'enfant unique qui a longtemps été en vigueur dans le pays, mais il y a aussi beaucoup d'autres exemples, et même dans l'Europe occidentale récente, jusqu'à encore très récemment, n'avoir que des filles, c'était considéré comme un immense fardeau pour leur famille. Donc il y a, moi ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'il y a aussi un espèce de mal collectif du féminin pluriel qui s'est transmis de génération en génération et qui, je pense, est porteur de beaucoup de stigmates, d'empêchements, peut-être même de rancœur entre eux, parce qu'on savait, des filles ont intégré le fait que n'être que des filles, c'était une forme de fléau pour leurs parents, et donc ça peut susciter il faut les marier à tout prix. Culpabilité, il faut les marier à tout prix. Et je retourne dans les exemples fictionnels, mais bien sûr, dans Orgueil et préjugés, ce grand roman de Jane Austen, c'est les 5 sœurs Bennet qui doivent être mariées absolument par leurs parents. Il suffit pas de bien les marier, il faut aussi les marier dans le bon ordre. Et là, on revient à ce qu'on disait au début de l'émission sur votre place dans les fratries, c'est-à-dire que si vous osez marier la Quindette ou la Benjamine avant l'aîné, eh ben là aussi, c'est le drame. Donc on voit qu'il y avait des injonctions très fortes qui ont très longtemps pesé sur les fratries de filles, qui sont financières, qui sont culturelles, en termes d'héritage aussi, et qu'on a peut-être beaucoup intégré ces éléments-là en tant que femme, en tant que sœur, et que ça peut aussi peser d'une certaine manière sur notre façon d'envisager nos relations et nos rapports avec celles qui nous entourent. Ouais, et c'est vrai que la question des affinités avec le temps, alors c'est un peu au cœur d'ailleurs de votre roman, Elisabeth Barrier, finalement, parce que on fait des choix dans la vie, évidemment, c'est fait pour ça, sauf que quand les choix sont très différents, sont voire à l'opposé, des choix de vie, j'entends par là, des choix de vie, c'est pas forcément simple de continuer à s'entendre, au fond. On a pu jouer à la poupée petite, puis après, quand on part, l'une part à Dubaï, l'autre... Monterland disait « Ma famille, ce sont les gens avec qui je couche ». D'ailleurs, je le cite dans le livre. Ça m'avait très, très frappé, cette phrase, quand j'avais 15, 16, 17. Je lisais beaucoup Monterland. Je lisais beaucoup les essais de Monterland. Et ça m'avait frappé, parce que déjà, à l'époque, j'étais bien consciente que l'amour dont on parle tellement depuis le début de l'émission, cet amour, pas toujours facile, mais quand même, il faut aller le retrouver. Moi, c'était pas du tout évident. Et je voyais bien aussi tout le poids des conventions et des qui pèsent sur la fratrie, sur la famille. Donc, que vous dire ? D'abord, est-ce qu'on fait vraiment des choix ? Ça, j'en suis encore pas sûre. En tout cas, des choix nous happent. Et des directions. Et après, on n'est pas du tout obligé encore une fois, de s'entendre. Heureusement, je veux dire, la société nous fait peser sur nous tellement d'injonctions. On est tous sous les injonctions. Donc, je plaide un peu, pas dans ce roman, mais d'une manière générale, sur aimons qui nous voulons, mais n'aimons pas parce qu'on nous dit qu'il faut que notre sœur, notre frère, notre papa ou notre maman est aimable, forcément. Voilà. Donc, Virginie, est-ce que vous êtes d'accord ? Vous n'êtes pas obligée, mais est-ce qu'il faut quand même tout faire pour essayer de je sais pas, muscler, fortifier ce lien de la famille, de la fratrie entre frères et sœurs, même quand c'est parfois un petit peu difficile? Ou alors est-ce que c'est vrai qu'il y a une tendance, il y a les deux écoles, soit écoute, voilà, on pourra jamais s'entendre au fond, restons-en là, quoi. Et puis, ou alors au contraire, faisons une thérapie familiale, faisons tout pour que ça fonctionne. Il y a deux écoles. Dans quelle école prenez-vous, au fond? Bon, bien sûr, j'ai une place entre les deux.
Comme d'habitude, Virginie, évidemment, je connais. Mais encore. Parce que non, et en même temps, je le dis en souriant, mais je le pense vraiment, c'est qu'effectivement, il y a la réalité, la difficulté à vivre ensemble ou le plaisir à vivre ensemble. Et puis, il y a le fait que ce sont des liens indéfectibles. Même quand c'était, parce que quand on ne s'aime pas, quelqu'un pourra peut-être me dire le contraire, j'accepterai, mais même quand on ne s'aime pas, on ne s'oublie pas et on vit avec les souvenirs d'enfance, avec la présence et tout ça. Donc c'est ça qui est très difficile, c'est qu'effectivement c'est moins peut-être amour et haine, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est tenu à cette relation? Et c'est là où, bien sûr qu'on n'est pas obligé d'aimer, parce que parfois on se sent pas aimé, hein, ça peut arriver aussi qu'il y a un enfant qui a une position particulière dans une famille, et ce sera le canard boiteux, personne ne l'aimera. Oui. Il va peut-être se sentir obligé d'aimer pour être aimé, mais non, il a le droit de pas aimer, de reconnaître là où il souffre et apprendre. Alors, moi j'aimerais toujours dire apprendre à s'aimer soi-même, et à partir de là, quand même, apaiser les relations. Mais est-ce que ça va être apaiser les relations en se voyant ou même à distance, pour soi-même, n'entretenant pas la haine? C'est ça qui est très difficile. C'est ça qui est très difficile. Mais souvent, la difficulté reste, c'est que dans une famille, quand il n'y a pas d'amour, c'est qu'il y a une difficulté qui ne tient lieu pas qu'aux personnes, c'est à la famille elle-même. Hein, il y a vraiment cette souffrance. Et les enfants, peut-être que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important, c'est que quand il y a une famille en souffrance, on a les mêmes parents, mais on n'a pas les mêmes parents. Exact. Voilà. Ça, merci de l'aborder, parce que ça, c'est un élément, à mon avis, crucial dans cette conversation ensemble. Toutes les quatre, Blanche Le Ridon, on n'a pas les mêmes parents. Alors ça, fille ou garçon, peu importe, mais les familles de sœurs, les familles de frères, les familles de frères et sœurs, voilà, qu'on soit l'aîné ou le petit dernier, on n'a pas connu les mêmes parents. On est d'accord. Difficile, ça aussi. C'est sûrement vrai. Alors moi, je serais un peu plus nuancée là-dessus. Moi, je trouve justement, il y a énormément d'homogénéité, par exemple, dans ma propre fratrie. C'est vrai ? Oui, on est toutes les trois, on écrit. D'ailleurs, je l'écris dans le livre. Ouais. Alors, on a bien délimité nos périmètres. Hein. Ma grande sœur écrit des romans, moi j'écris des essais, ma petite sœur écrit de la poésie, des pièces de théâtre. Mais il y a quand même un fondement, un terreau qui se nourrit un peu des mêmes références. Et pour moi, on a quand même globalement les mêmes parents. Alors oui, on n'a pas été éduqués de la même manière, et il y a sûrement, on en a parlé au début de l'émission, des injonctions qui ont pesé sur mon aîné, et d'autres formes d'injonctions qui sont pas beaucoup plus simples, qui ont pesé sur ma Benjamine. Et je pense que cette injonction à la drôlerie, à la légèreté permanente qu'on fixe sur les petits derniers, c'est quelque chose qui est aussi parfois très très lourd à porter, et que parfois vous voulez être pris au sérieux, vous voulez pas toujours avec le petit bout en train de... Non mais c'est vrai, je pense que c'est important de le dire. Non, je dis ça en riant, mais c'est vrai. Je suis assez d'accord avec vous. On parle beaucoup du poids qui pèse sur les aînés, mais aussi les petits derniers. Et ça, je pense que c'est indépendamment du sexe. Du coup, les petits derniers ont envie les années pour ça, pour être pris au sérieux. Notamment, oui. Et donc, mais donc là, d'une façon très personnelle, je vous répondrai que moi, j'ai vraiment le sentiment quand même d'avoir eu les mêmes parents que mes sœurs. Ouais. Et aussi, quelque chose que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il ne faut pas tout ramener aux parents. C'est-à-dire qu'on a eu tendance, et notamment dans l'histoire de la psychanalyse, dans l'histoire tout court d'ailleurs, à s'intéresser uniquement aux relations verticales parents-enfants pour tout expliquer. Et c'est très tardivement qu'on s'est intéressé à la place des relations horizontales à l'intérieur des fratries. Et selon moi, alors elles ne sont pas plus riches, mais elles sont au moins tout aussi riches et tout aussi porteuses d'enseignements que ne le sont le seul examen de ce qui vous lie à votre père, à votre mère. Et je crois qu'il y a un moment, il fallait sortir de l'Oedipe ou de ce rapport-là, et de voir aussi ce qui se nouait à l'intérieur même des fratries et la façon dont ça participait à votre propre construction. Une construction qui, encore une fois, sur ce point de vue horizontale, est pour moi infiniment plus mouvante, parce que vous n'êtes plus du tout pareillement sœur à 7 ans, 8 ans et 10 ans que vous ne le serez à 30, 35 et je sais quel âge, et ensuite à 50 ans. Mais est-ce qu'il y a c'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'il y a un mauvais rapport, par exemple, alors ça, Virginie, à mon avis, doit bouillir au bout du fil, mais est-ce que tout dépend, au fond, du lien, du mauvais lien que l'on entretient encore avec un parent idéalisé, un parent maudit, ou des parents maudits, des parents idéalisés, des parents qui n'ont pas donné assez d'amour, et là on se compare et là on se jalouse. Est-ce que si on... Je dis pas que... Vous voyez, je suis entre les deux, c'est-à-dire qu'en même temps, j'ai l'impression que, vous voyez, finalement la solution, Blanche Le Ridon, ce serait de
de soigner son rapport, de réparer, enfin en tout cas de sortir de ce rapport très enfantin qu'on entretient avec ses parents une fois adultes, si on coupait ça, peut-être alors on pourrait tranquillement surfer sur des relations beaucoup plus apaisées, que c'est horizontal avec ses frères et sœurs. C'est une question que je pose, alors peut-être à la psychanalyste qui est avec nous au bout du fil. Et moi, je trouve ça intéressant parce que justement, dans ma démarche analytique, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là, c'est entre autres parce qu'en effet, du côté de Freud, c'est toujours le rapport horizontal. Et il y avait un dissident qui était mis vraiment à l'écart, qui était Adler, et qui, lui, a fait toute sa théorie sur ces rapports horizontal. Ouais, alors vertical, vous avez dit horizontal, Freud, c'était vertical. Hein. Oui, enfin bref. Voilà, okay. Voilà, c'est ça. Freud, c'est vertical, c'est effectivement les parents. Voilà, les parents, les enfants, comment en effet le complexe d'Oedipe. Enfin, et tandis que qu'Adler, c'est vraiment intéressé, et c'est très intéressant, enfin, dans toute sa théorie, autour de ces relations horizontales. Cela étant, moi, je ne peux pas opposer l'une et l'autre. Je pense qu'on a l'intersection des deux. Il y a d'où l'on vient et ce que l'on fait avec ses pairs. Et donc, voilà, ça c'était pour poser un petit peu. Et qu'à partir de là, si on s'imagine, la difficulté, c'est vraiment de se différencier entre frères et sœurs, par exemple. Là, quand on a et alors, il faudrait presque que vous reposiez la question parce qu'on m'a appuyé sur la théorie, alors que j'aime bien oublier la théorie, mais en posant les bases, du coup, j'ai un peu perdu la question. Non, c'était mal posé. En fait, je disais, est-ce qu'il faut on a besoin finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin au fond de toute façon couper avec le parent idéalisé ou le parent, le parent fantasmé, que ce soit dans un bon sens trop positif ou trop négatif, pour s'entendre enfin alors avec ses frères et sœurs. Finalement. Oui, pour devenir soi. Effectivement, c'est là on parle beaucoup d'émancipation aujourd'hui, mais effectivement, il y a si on reste de toute façon accroché à des figures idéales, d'une certaine façon, on s'incarne mal parce qu'on reste dans l'idéal et qu'effectivement, on peut être guidé par un idéal sans y être attaché. Donc, la difficulté, moi, je pense, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, si tout à l'heure, j'ai mentionné les parents, c'est pas dire que pour tout dépend des deux, c'est plutôt, même quand on dit on n'a pas les mêmes parents, c'est en tant que petit enfant, et c'est pas dire, et que souvent c'est ça qui reste, c'est que la difficulté de se reconnaître entre frères et sœurs, parce qu'on voudrait que notre parent à nous, quand il y a des difficultés bien entendu, que notre parent à nous soit le même que l'autre, et l'autre dit non, maman elle n'a pas été gentille avec moi, mais si maman elle était gentille, et donc toute la difficulté c'est de sortir de ça, j'ai eu cette mère-là, ou ce père-là, en effet, et d'accepter que l'autre ait eu peut-être une histoire différente. Donc, en effet, c'est sortir de l'idéal et se prendre en main pour effectivement ne pas rester sur ses souffrances ou sur les mauvais sentiments. Enfin, on parlait de haine. Moi, je sais que c'est un mot que je n'aime pas. J'aime pas le mot, j'aime pas le fait. Mais je ne veux pas non plus le nier. Peut-être des gens le ressentent. Et effectivement, ce serait dire comment ne pas rester sur la haine, qui est le contraire de l'idéal, voyez. Et que c'est là où on finit en arrivant à s'accepter soi-même, qu'on acceptera mieux le frère ou la sœur, différent de nous, quand bien même il nous aime ou il nous aime pas. C'est parce que on est dans une relation de frères et sœurs, on est deux. Et on peut pas forcément les mêmes choses, et c'est là où je dirais de toute façon on n'a pas forcément les mêmes histoires, et que de dire comme ça on est trois dans l'invité, pardon j'oublie le nom, j'ai pas bien cité en étant à distance, mais c'est les trois sœurs avec une homogénéité. Blanche, Voilà, Blanche, merci. Voilà, je trouve que c'est une belle histoire, toutes les trois dans l'écriture, il y a un bon fondement, il y a quelque chose qui se passe, et effectivement, c'est pas, on peut en refaire un idéal, mais on dit que ça peut bien se passer, mais accepter aussi que ça peut ne pas bien se passer. Et si on accepte que ça ne se passe pas bien, c'est le meilleur moyen pour que ça finisse par bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est reconnaître la souffrance de chacun. Et Ain't Heavy is My Brother par The Hollies sur Radio Notre-Dame et RCF. À tout de suite. The road is long with a many winding tongue that leads us to who knows where.
He's my brother. If I'm leaning at all, I'm leaning with sadness that everyone's heart isn't filled with the gladness of love for one another. It's a long, long road from which there is no return. While we're on the way to there, why not share? And the Lord doesn't weigh me down at all. He ain't heavy, he's my brother. He's my Sommes-nous obligés d'aimer nos frères et sœurs dans la famille? Virginie Meglet, psychanalyste, auteure de Frères et sœurs, guerre de ses blessures d'enfance chez Le Duc, est avec nous en ligne. Elisabeth Barrier, écrivaine, est également en notre compagnie. Les sœurs et autres espèces du vivant chez Arléa, c'est son dernier roman. Et puis Blanche Le Ridon, qui a de son côté publié cet essai aux éditions des Pérégrines, Le château de mes sœurs, des Brontë Kardashian, enquête sur les fratries féminines. Effectivement, là je parlais d'une forme de loyauté au fond. Sommes-nous obligés de nous entendre avec nos frères et sœurs par loyauté à l'égard de nos parents? Voilà, Elisabeth Barrier, c'est sûr que c'est peut-être un peu une généralisation, mais de poser cette question, mais quand même c'est vrai qu'on pose un peu les différents types de rapports qui peuvent exister à l'infini. Évidemment, il y a autant de familles que de rapports et de rapports que de familles, on est d'accord. Mais je crois que vous vouliez évoquer cette question effectivement de l'intimité qui est essentielle. Oui, Virginie Meglet a évoqué le côté inéductible des liens. Qu'est-ce qui fait le terreau de l'inéductible? C'est l'intimité qu'on a partagée en fait. On l'oublie un peu là, mais l'intimité, c'est depuis la naissance, on partage parfois des mêmes chambres, parfois des mêmes lits, les mêmes salles de bain, les mêmes jeux, voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que c'est la chair, c'est l'intimité de la chair, c'est la mémoire de la chair, c'est la mémoire de la peau. C'est ce qui va faire que quand on va se séparer, la vie va nous séparer entre frères et sœurs, entre sœurs. Il y aura toujours, de toute façon, chez l'une et l'autre sœur, ou les unes et l'autre sœur, cette mémoire de la peau, cette mémoire des premiers bains, cette mémoire. Et je pense que c'est ce qui permet que même si la haine après, parce que moi j'ai connu la haine, je sais ce que c'est la haine dans les yeux de l'autre, mais même si la haine est là, il y a néanmoins cette mémoire très ancienne qui est liée à cela, qui est liée aux toutes premières années où on a été presque un même corps. Les frères et sœurs ou les sœurs ou deux sœurs forment un même corps, surtout quand elles ont assez peu d'écart, 20 mois, 1 an, 2 ans d'écart. On a partagé le même ventre aussi. On partage, voilà, parfois, on ne parle pas des jumeaux, ça c'est d'autres choses, mais néanmoins elles ont partagé une même matrice, elles ont partagé une même mémoire. Et ça c'est très, très important. Donc moi dans le roman, je reviens sur beaucoup de chapitres autour de cette intimité.
l'intimité enfant, ensuite l'intimité adolescence, Très l'intimité sensoriel. Hein. des premiers moments où on a nos premières histoires amoureuses. Est-ce qu'on partage la chambre? Il se trouve que là, dans le roman, les sœurs vivent dans un petit studio, donc elles sont dans la même chambre. Alors, il y en a une qui part pour permettre à l'autre d'avoir son histoire d'amour ou de faire l'amour avec un garçon qu'elle a rencontré. Enfin bref, tout ça, voilà, ça c'est... Donc il y a bien sûr, il y a la position des parents, tout ce qui s'est dit, mais il y a aussi la chair, le corps, la peau, les rires, tout ce qu'on a partagé. Ouais, et qui ne s'efface jamais, je pense. Alors c'est compliqué quand on n'a pas forcément... Alors déjà, quand on a connu ça, effectivement, naît une certaine forme de rapport, et quand on n'a pas partagé du tout. Par exemple, vous voyez, là, je me mets sur la table d'opération, si je puis dire, qui suis née 20 ans après... en fait, c'est difficile, ça, justement. C'est intéressant, me parle ce que vous dites, Elisabeth, parce que c'est vrai que parfois, je dois faire semblant, d'une certaine façon, de mimer une enfance un peu similaire. En fait, pas du tout. J'ai pas du tout la même enfance. Vous auriez pu avoir pour mère et père vos frères et sœurs. Souvent, on me prenait, d'ailleurs. On les prenait pour mes parents, même mes sœurs, quoi. Bref, mais c'est vrai que ça vous parle ce que vient d'évoquer Elisabeth, Blanche Leridon? Énormément, et j'ai énormément aimé le livre d'Elisabeth Barrier, notamment dans ces passages-là où on sent effectivement que c'est une relation très complexe qu'elle peut avoir avec sa sœur, donc qui est le personnage de Lucie dans le roman, qui, sur un coup de tête un peu du jour au lendemain, part vivre à Dubaï. Et il y a quand même une tentative de comprendre que je trouve fascinante dans votre écriture, c'est-à-dire cet être qui m'est si proche, c'est la chair, c'est ce que vous disiez, et en même temps dont je me sens si différente. Et donc cette quête qui est presque un combat que vous menez, que vous mettez en parallèle avec une autre forme de quête qui est plus universitaire, où vous vous intéressez à la personnalité de Madeleine Françoise Basseporte, qui était dessinatrice. Donc, bref, vous y reviendrez peut-être, mais cette quête de la compréhension de l'autre, elle prouve bien qu'au-delà de la haine, des chamailleries, etc., il y a quelque chose de très puissant qui vous lie. Et alors, c'est pas forcément de l'amour, c'est pas forcément quelque chose de positif, mais c'est là. Et je trouve que ce que vous en faites d'un point de vue littéraire et dans la narration est absolument fascinant. Et j'aurais aimé avoir cet exemple entre les mains au moment de l'écriture de mon livre, parce que c'est ce qu'on disait un petit peu hors antenne. Moi, ce que j'ai trouvé flagrant dans donc mon enquête sur les fratries féminines, c'est le fait que, passé un certain âge, elles disparaissent. C'est-à-dire que dans les romans, mais aussi dans la façon dont les gens racontent leur vie, leurs histoires, leurs enfances, il y a plein de sœurs enfants, il y a plein de sœurs adolescentes. J'en ai cité quelques-uns des exemples, que vous pensiez aux 4 filles du docteur March, aux sœurs Ingalls de la petite maison dans la prairie, aux sœurs Bennett. Il y en a plein. Et puis, passé un certain âge, elles disparaissent. C'est-à-dire que quand vous devenez adulte, en fait, on ne vous définit plus dans votre état de sœur. On vous définit en tant qu'épouse, on vous définit en tant que mère, on vous définit en tant que tante, on vous définit en tant que fille d'eux, si vous devez vous occuper de vos parents. On dit plus la tribu, quoi. Voilà, et ça disparaît. Et ça, alors moi-même que j'arrive je suis complètement dans l'âge adulte, je n'y arrive plus vraiment, et que nos relations avec mes sœurs sont plus fortes parce qu'aussi elles sont plus subi, on ne subit plus la cohabitation forcée de l'environnement familial, on n'est plus des petites filles forcées de partager une même chambre, un même lit, une même salle de bain, mais c'est sur la base du volontariat qu'on continue à se voir, qu'on continue à faire des choses ensemble. Moi, je trouve que notre relation, elle est peut-être infiniment plus riche aujourd'hui, évidemment pour les raisons que vous avez nommées, l'intimité partagée dans l'enfance, ces choses-là qui restent et qui sont extrêmement durables, et je trouve ça dommage que nos relations, elles disparaissent totalement, ou alors elles soient un petit peu marginalisées dans la façon dont on les représente, et au-delà même des représentations, dans la façon dont on les examine. Et donc moi, j'ai trouvé rafraîchissant le roman d'Elisabeth Barrier, et j'aurais aimé l'avoir entre mes mains un peu plus tôt pour le mentionner dans les exemples qui jalonnent. Voilà, exactement. Il y en a des choses à dire, ça ne suffit pas 52 minutes pour évoquer toutes ces questions, parce qu'on pourrait aussi évoquer, il faudrait aborder la question des frères. Moi, j'avais pensé en parcourant votre livre que vous auriez la prochaine fois, même si vous ne l'avez pas vécu, c'est différent, je pense que c'est complètement différent. Ça serait intéressant à faire, ce sera moins personnel pour le coup. Ce sera moins personnel. C'est un univers qui ne m'est pas du tout Vous êtes étranger. C'est ça. Mais c'est sûr que Virginie Meglia, on ne peut pas tout aborder en 52 minutes. Mais j'avoue que le fait de partager... D'ailleurs, quel est votre ressenti par rapport à ce qui était dit en premier par Elisabeth Barrier sur effectivement l'essentiel de cette... ce début de la vie ensemble, en fait, ce même partagé de façon très sensorielle, de façon très réelle, quoi. C'est comme ça. Entièrement, je suis entièrement dedans. Je suis même pas d'accord ou pas d'accord. C'est tellement évident. Ce que vous avez ajouté aussi, c'est quand même au niveau du sang inconscient, on a partagé le même ventre.
Et la mémoire, c'est aussi la mémoire inconsciente. Et donc, il y a quelque chose qui fait que, ben oui, c'est là où l'autre est un peu nous. Et en même temps, là, dans ce que je disais, c'est qu'il y a cet éloignement, mais il est vital aussi cet éloignement, parce qu'en fait, d'une certaine façon, je pense à un arbre. Aux frères et sœurs, on a été conçus, on a dans la même intimité, hein, on a partagé cette intimité, mais pour vivre justement, il faut aussi grandir et s'éloigner. Et d'une certaine façon, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Et c'est vraiment que peut-être qu'on est arrivé à se séparer, à se différencier, et que chacun ou chacune l'a fait de son côté, qu'après il peut y avoir se retrouver, et non plus simplement par obligation, mais presque par affinité, parce qu'on a même cette même histoire. Alors, juste une chose, c'est que pour vous, c'est un peu différent, parce que quand vous dites, effectivement, vous avez cette immense différence avec vos frères et sœurs, une fois, ma petite Danielle, peut-être que vous n'avez pas eu besoin de vous différencier d'une certaine façon, mais de vous affirmer et de vous faire reconnaître à égalité en tant que sœur, et pas en tant que petite sœur ou petite fille ou presque enfant. Hein. Et il y a cette... Oui, mais effectivement, Virginie, je confirme. Elisabeth Perrier, quand on est deux, alors c'est vrai que là, de toute façon, il y a qu'à lire votre roman pour essayer de le discerner, mais c'est vrai que c'est tout en finesse, hein, ce rapport, mais entre sœurs, est-ce que finalement, il y a plus de volonté de se différencier? En fait, c'est même pas une question, en fait, finalement. Est-ce que finalement c'est une question? Je pense que non, ça tient peut-être d'une évidence. Après, quand on reparle un tout petit peu des parents, à partir du moment où les parents, alors je vais prendre comme Blanche, je vais prendre aussi mon cas personnel, en tant qu'aînée, évidemment, les parents ont projeté sur moi des grandes attentes. J'étais en plus brillante à l'école. Donc là, évidemment, ça a forgé certainement ma place d'écrivain. Et ma sœur, voilà, à la différence de Blanche, ma sœur n'est pas devenue écrivain. Donc voilà, il y a aussi oui, comme vous disiez, il n'y a pas vraiment de questions. Ce qui est important, c'est les retrouvailles. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que disait Virginie Mellet. On est obligé de rien. Mais il y a une grande joie, c'est que quand rien n'a été obligé, rien n'a été programmé, on se retrouve. Il y a la grâce, cette grâce. Voilà. Eh ben, j'ai presque envie de te dire, ce sera le mot de la fin. Il y a cette grâce des on finit par cette grâce des retrouvailles, merveilleux. Blanche, je voulais dire un truc. Non, j'adore ce mot de grâce, donc je suis ravie qu'il clôture l'émission. Restons dans la grâce, dans un état de grâce, si possible, avec nos auditeurs. Merci infiniment, mesdames. Virginie Meglet, votre livre Frères et sœurs, guérir de ses blessures d'enfance chez le Duc. Elisabeth Barrier, merci pour votre joli roman. Les sœurs et autres espèces du vivant chez Herléa à découvrir d'urgence. Et Blanche Le Ridon également, Le château de mes sœurs, des Brontë au Kardashian, enquête sur les fratries féminines à découvrir au Pérégrine. Merci les amis, bonne soirée beaucoup, à tous et à toutes.